Donc, on va vous parler de Google Flutter et de Fuchsia OS. Donc, moi, c'est Boris Wilfried. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, voilà mon alias. Je suis actuellement DevOps pour une société qui fait de l'édition de logiciels dans le domaine hospitalier. Ça s'appelle le MIPI. À mes heures perdues, je donne un peu du temps à la start-up, tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, en gros, je me définis comme étant un passionné. Voilà. Et moi, c'est Kevin. Du coup, vous pouvez me suivre sur Twitter sur Kevin_Sego. Et moi, je fais majoritairement du front-end dans une boîte qui s'appelle Lefty, qui est à Paris. Et on est dans le digital marketing. Vu que les technos qu'on va vous présenter s'inscrivent dans l'écosystème Dart, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui font du Dart? Il y a quelqu'un dans la salle qui fait du Dart pour gagner ma boule anti-stress? Allez, tu peux l'appuyer, je l'appuie quand si ça bug trop. Mais du coup, Dart, c'est quoi? Dart a été présenté pour la première fois en 2011 à la conférence GoTo au Danemark. Donc ceux qui ont entendu parler de Dart, sûrement, ils ont entendu parler du fait que Dart se positionnait comme étant une alternative à JavaScript. C'était le cas, on va voir que ce n'est plus le cas. Moi, quand j'ai commencé à faire Dart, ce qui m'avait plu à l'époque, c'était tout le tooling qu'il y avait. Donc, ils ont sorti un langage et la prise en main était assez sympa. Quand je parle de tooling, c'est vraiment l'intégration avec les IDE, le pendant de Gradle ou de Maven dans l'écosystème Dart qui s'appelle Pub, qui était efficace. Donc, la prise en main était assez sympa. Aujourd'hui, Dart, c'est un standard. Donc, ceux qui, comme moi, ont des managers qui disent on n'envoie pas en prod un truc qui n'est pas standard. Dart est standard. ECMA, je ne sais plus trop le chiffre, mais vous pouvez l'utiliser et l'envoyer en production. Dart aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. Donc, si vous décidez d'utiliser Dart pour un projet, vous avez plusieurs plateformes cibles que vous pouvez choisir. Donc, initialement, c'était la plateforme web qui était le focus principal pour Google. Aujourd'hui, on est en Angular 4 et tout le monde qui suit un peu le web a bien écouté les mouvances qu'il y avait à la sortie d'Angular 2. Pour ceux qui ne le savent pas, Angular Dart, la version 1, c'était la bêta en fait, de l'Angular qu'on a aujourd'hui. Donc, le framework préférentiel côté web, lorsque vous allez faire du Dart, c'est Angular. Après, il y a des ports des frameworks qu'on connaît, à savoir Polymer, React. Vous pouvez construire le vôtre en utilisant la librairie qui est fournie, qui s'appelle Dart HTML. Donc, le sujet de notre talk s'inscrit dans tout ce qui est mobile. Et aujourd'hui, Google propose une solution pour le dev mobile en mode cross-platform. Ça s'appelle Flutter. J'attire votre attention sur une chose, on ne va pas parler de WebView, on ne va pas parler de Java, on ne va pas parler de Swift, on ne va pas parler de Kotlin. On ne va pas du coup avoir les solutions qu'on a aujourd'hui et vous allez voir que c'est encore une tech preview. Ceux qui sont tentés par le back-end, le pendant de Node.js ou Java côté serveur, en Dart, on a l'équivalent. Le framework proposé par Google s'appelle Self et il y a des Français qui s'y sont mis aussi et qui nous proposent un framework baptisé Jaguar. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Aqueduc. Donc, voilà. Et ensuite, on va voir en fonction du temps ce qu'on peut vous montrer sur Fuchsia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de Fuchsia dans la salle? Ça va, c'est pas mal. Donc, on va voir que Google est en train de nous préparer un nouvel OS qui s'appelle Fuchsia. Et pourquoi ça s'inscrit dans l'écosystème Dart? Parce qu'on vous montrera tout l'UI, la partie système UI est écrite en Dart. Donc aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de ce qu'on a actuellement quand on fait du développement mobile. Donc on a sur votre gauche tout ce qui est développement natif. Donc on a Java, Kotlin, Swift ou Objective-C. Ensuite au milieu, on a tout ce qui est hybride. Donc on va avoir pas des super perfs en général, mais on va avoir une facilité de développement qui est au top, quoi. Et ensuite, à droite, on a tout ce qui est cross-platform, du coup, avec React Native, Flutter et Xamarin, même si je l'ai mis, mais je n'étais pas trop sûr. Du coup, qu'est-ce que c'est Flutter? Alors, Flutter, c'est le mieux, je pense, c'est de vous montrer la Flutter Gallery pour commencer. En gros, c'est une application qui est développée par Google pour montrer, pour showcase un petit peu tous les éléments qu'on a accès dans le framework. Donc il faut savoir que Flutter n'utilise pas les EOM de la plateforme, donc en fait c'est des widgets qui sont entièrement réécrits et qui sont à chaque fois embarqués. Du coup, ça permet en fait d'avoir une consistance qui va être en fait, vous aurez tout le temps la même chose partout, quoi. Du coup, on va parcourir rapidement quelques exemples. Par exemple, le drawer qu'on connaît bien, donc on l'a là, on l'a là.
C'est des choses qui fonctionnent exactement comme sur un Android normal, hein. Il n'y a pas de miracle. On a les menus, et on a quelque chose qui existe dans Flutter et qu'il n'y a pas dans React Native, par exemple. C'est que là, on voit que j'ai la même réaction que sur un Android. Bon, là, je suis sur un téléphone Android, mais par exemple, je peux émuler le fait d'être sur un iOS. Et du coup, quand je le fais, là, j'ai un bounce d'iOS, quoi. Après, j'ai la même chose au niveau de la navigation. Donc, si je prends le côté à gauche et que je le fais déplacer comme ça, et ben, en fait, il se passe exactement la même chose que sur une application iOS standard. Ah oui, et aussi vous avez tout ce qui est animation. Donc par exemple, vous pouvez avoir des choses custom. Enfin, vous faites vraiment, le framework vous permet de faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on revient au slide. Du coup, voilà la Flutter Gallery. Donc Flutter, c'est un framework on va dire, qui vous permet de build des apps avec une très haute qualité et une exigence en termes de performance qui est très élevé. C'est entièrement open source, donc vous avez accès à toutes les sources, que ce soit la pile de l'engine ou toute la partie SDK qui est entièrement écrite en Dart. C'est extrêmement rapide. En fait, tout le code est compilé en ARM et il y a un setup de départ qui est vraiment facile à mettre en place, donc vous n'allez vraiment pas galérer pour commencer, quoi. Alors pour vous parler un peu de comment ça fonctionne Flutter, c'est découpé en deux parties. On a la partie en bas qui est en bleu et qui en gros est le moteur de rendu. Donc il est embarqué à chaque fois dans votre application et ça vous permet en fait d'être sûr que l'application que vous embarquez elle va fonctionner avec le framework qui est au-dessus. Donc tout ce qui est en vert et donc tout le code que vous allez écrire ou que vous allez voir en fait quand vous allez débugger votre application si elle crash, ça sera dans le code qui est en vert et vous verrez jamais en fait vous aurez jamais à débugger du C ou ce genre ou des trucs compliqués, quoi. Vous allez toujours avoir un problème dans la pile du dessus, la plupart du temps dans vos propres widgets en général, ou alors dans le moteur de rendu, mais ça s'arrête là. Du coup, on va vous faire une petite démo. En fait, la suite de la conférence, c'est que du live code, donc comme ça, vous verrez un peu de quoi il retourne. Donc, on va commencer avec un tour rapide de la CLI. Donc, on va juste regarder ce qu'on peut faire avec. Donc en gros, on a les trucs de base d'une CLI normale. On peut analyser, on peut build, on peut créer un projet, on peut voir si notre projet avec Flutter Doctor par exemple, toutes les informations du tooling par exemple, si on a bien installé tout ce qu'il faut pour faire marcher le framework. On a de quoi tester, on a de quoi run, on a de quoi prendre des screenshots, on a de quoi installer et on a un truc qui s'appelle Fuchsia Reload. On vous le montrera pas parce que c'est un peu compliqué de faire marcher Fuchsia, donc voilà. Mais disons qu'il y a plein de choses qui arrivent et qui sont vraiment pas mal. Du coup, on a un téléphone de branché, donc on peut voir que, par exemple, si je fais Flutter Device, on a la liste des devices connectés. Il faut savoir que, par exemple, si j'avais eu 2 ou 3 téléphones connectés, par exemple, si j'étais sur un Mac, que j'avais un Android et un iPhone, j'aurais pu lancer l'application sur les 2 téléphones en même temps. Donc ça peut être pas mal, par exemple, si vous voulez tester rapidement sur plusieurs devices. Ensuite, on va faire un Flutter Create, histoire de commencer avec une base de projet pour la suite. Et ensuite, on continuera avec le reste. Donc on crée un Hello World. On va pas reprendre celui-là parce que Internet, c'est pas ouf. Donc on l'a déjà get pour récupérer les dépendances. Du coup, on va aller dessus. Et on va... Non, raté. Hop là, donc là c'est le Flutter, en gros là c'est exactement la même application que j'ai créée, sauf que je l'ai ouverte dans IntelliJ. Du coup on va la lancer en ligne de commande et Boris il vous montrera après l'intégration avec l'IDE. Donc on va juste faire Flutter Run, ça va normalement nous build l'application et la montrer sur l'écran si ça veut bien. Donc il faut savoir qu'une application Flutter, en fait, on a un projet Android. Donc quand on build sur Android, on a un projet sur Android et on a aussi un projet Xcode quand on développe pour Xcode. En gros, là, on a les deux. Donc si on regarde un petit peu l'architecture du projet, là-dedans, j'ai un projet Android normal dans Android. Et ici, j'ai un projet Xcode normal aussi, on va dire, si on peut dire ça. Et c'est là, en fait, que vont aussi les plugins quand on en crée. Tout le code qu'on va écrire en Dart, il va se trouver dans le dossier lib, les tests vont se trouver dans le dossier test. Ensuite, on a un pubspec.yaml qui définit nos dépendances et décrit notre projet. Donc,
Là, en l'occurrence, on voit qu'on a une dépendance sur Flutter, c'est juste le SDK, on veut utiliser Material Design, enfin bref, tout ça. En gros, ça utilise exactement la même chose que tous les packages Dart, c'est Pub qui est derrière. Donc on a notre application, on peut modifier l'état, et pour vous montrer la première grosse feature de Flutter, c'est le hot reload. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va changer la couleur du thème. Au lieu qu'il soit bleu, on va le mettre rouge, par exemple. Ça sera bien rouge. Et ensuite, on va hot reload le projet, en fait. Donc j'appuie sur R. Et là, on a toute notre application qui est passée rouge. Et chose importante, notre state, donc vous avez remarqué que j'ai tapé 8 fois sur mon bouton, on a bien le 8 et mon state il est resté alors que mon application elle a changé. Donc ça c'est pas mal. Aussi autre chose à remarquer, c'est que le hot reload il se performe en 1 seconde 177 millisecondes. Donc ce qui est plutôt pas mal et en fait ce qui se passe c'est qu'il recharge que les librairies qui ont été modifiées. Donc si vous avez même des grosses applications, normalement ça devrait être toujours aussi rapide. Voilà. Du coup, moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin, parce qu'on sait qu'en général, on ne se contente pas du Hello World. On va donc prendre le projet de Kevin, qui est le Hello World, et on va essayer de construire un projet. On va voir à quoi ça va correspondre ensemble. Donc, moi, je reprends le projet de Kevin. Par contre, je ne vais plus passer par la ligne de commande, et on va voir comment ça se comporte l'intégration avec IntelliJ. Donc, IntelliJ nous propose là de runner, il nous donne les devices qui sont connectés. Donc, je vais demander à IntelliJ de runner. Et lorsqu'IntelliJ run, on voit que dans le... OK. On voit donc que dans le terminal, en fait, la console, on a exactement les mêmes messages qu'il nous proposait en ligne de commande. Donc, on va attendre qu'il vienne. Certains vont dire, ah, c'est gros, mais l'application, elle fait 21 mégas. On voit bien parce qu'on est en mode debug. Donc, on attend qu'il installe. Il installe, il vient. Il synchronise sur mon Nexus 5. Et j'ai la même application initiale que Kevin avait. Par contre, moi, je vais cliquer sur le bouton plus, rien ne va se passer. Ce que Kevin ne vous a pas dit, c'est que tout à l'heure, lorsqu'il cliquait sur le bouton plus et l'état changeait, il utilisait un widget baptisé Stateful Widget, donc les widgets avec état. Moi, j'ai repris son Hello World et j'utilise un Stateless Widget. Donc, on le voit là, un widget sans état. Donc, je ne peux pas modifier l'état. On va essayer de modifier la scène de notre application, nos DFS, on va se faire plaisir. On va la nommer DFS Toulouse. Et dans le nom, vous voyez déjà un peu le nom de l'application qu'on va construire. Je vais utiliser le hot reload. Il a fait R en ligne de commande. Moi, j'utilise le support fourni par IntelliJ. Il s'initialise, parce que je n'avais pas initialisé. Et il reload en moins de 5 secondes. Non, moins de 6 secondes. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va modifier notre scène. On va enlever ce floating action là qui ne nous plaît pas. On va faire un hot reload. Moins de 2 secondes, il disparaît. Moi, j'utilise des technos dont la documentation est super. Si la documentation n'est pas super, je n'utilise pas. Donc, je vais vous montrer que la documentation, elle est pas mal. Je vais sur la doc de Flutter. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, j'ai envie de modifier ma scène. Qu'est-ce que tu me proposes? Il y a une list view. Je copie-colle. Je suis feignant. Donc, je viens et je dis, ben, là, il y avait un centre où il y avait le texte avec lequel on s'amusait. Moi, je supprime tout ça. Et à la place, je fais une list view. Hot reload. Donc, je peux récupérer le code les samples qui sont fournis. Je commence à modifier une scène. Et là, j'ai modifié pour ajouter une list view d'éléments infinis. Okay? Donc, on voit que le hot reload, il se comporte super bien. On va essayer d'aller un peu plus loin maintenant. Si j'arrive à... Voilà. Okay. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de construire une application que je vais vous montrer. Donc, moi, je suis fan de films. Je regarde souvent les films les mieux notés, les sorties sur MovieDB. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Donc, on va essayer de construire cette application en mobile et voir ce que ça donne. Donc, pour le faire, en tant que développeur, je vais sur l'API. L'API me dit, OK, si tu veux construire ça, voilà le pass que je te propose. Je m'inspire du schéma fourni. Le schéma, il est là. Chacun, il récupère les infos qu'il veut. Moi, j'ai tout récupéré. Et du coup, je me construis un modèle de données. Le modèle de données qui est là, donc je prépare une réponse avec le film qui correspond juste au schéma que je viens de vous montrer.
J'ai envie de construire mon application, donc j'essaie de suivre les bonnes pratiques, même si je ne le fais pas toujours. Donc je prépare un modèle de données, un mock, qui va m'assurer que ma scène elle est OK avant d'appeler l'API effective. Donc pour le faire, on va déjà utiliser donc, notre mock de données. Maintenant qu'on a utilisé notre mock de données, on va essayer de changer notre scène au lieu d'avoir les entrées précédentes. Donc on va essayer de récupérer dans notre mock de données le titre du film. Pourquoi je fais cette démo? C'est pour vous montrer que là, IntelliJ m'a mis ma variable en tant que var. Dart, il nous propose la possibilité d'utiliser le typage ou de ne pas l'utiliser en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, j'aime le typage, donc je ne vais pas laisser var parce que sinon mes collègues vont dire « Ah, je ne sais pas comment tu voulais interpréter ta variable ». Donc pareil, je vais dire « Ok, la date, je vais la traiter comme un string ». Et je vais essayer de modifier ma scène. Donc là, mes entrées, je ne veux plus les entrées. Infini, je veux afficher quelques infos. Tac. Bon. OK, vous allez me dire, mais tu t'es trompé, original title. Donc là, c'est pour vous montrer que l'interpolation de string fonctionne très bien. Il n'y a que Java aujourd'hui qui ne le propose pas. Donc je modifie, odd reload, et en un clic, mon application est modifiée. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc là, on a mis des films qui n'existent pas. On aurait bien aimé que ça existe, surtout Monsieur et Madame Geek. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, pour aller plus loin, ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'inspirer de ça. Là, on a une carte. Lorsqu'on utilise nos applis, on voit souvent des super cartes et on dit, ben, OK, ça, avec quoi on peut construire ça? On peut construire ça avec une carte où il y a une image et des données en stack. Donc là, on a préparé une carte qui est baptisée Movie Data. Vous pouvez porter toutes vos compétences de développeur IHM, ceux qui manipulent le Bootstrap, ceux qui font du JWT, du SWT, la manipulation des colonnes, des rows. Vous pouvez venir avec ça et dire, OK, ben, je vais prendre en main Flutter et je vais me débrouiller pour faire quelque chose. Donc, on a des colonnes, on a des rows, on a des stacks, tout est fourni. Donc, on va modifier notre scène pour utiliser notre stack. Donc, au lieu de renvoyer donc, ce texte-là, on va essayer de renvoyer notre movie carte. L'intégration avec IntelliJ qui est super, il ne trouve pas, donc je vais essayer de faire autocomplétion, ça marche. Donc là, il me dit, qu'est-ce que je peux donner dans Dart, on a la notion de paramètre nommé que vous utilisez bien en Java ou en TypeScript, donc je vais m'en servir. Donc mon paramètre nommé ici s'appelle data, je vais lui donner un fil. Je vais supprimer le code mort. Je ne sais plus si j'avais fait déjà. Tac. Dommage, je ne vous ai pas montré en live comment ça fait. Donc là, j'ai déjà des infos qui commencent une application qui commence à ressembler à quelque chose. Donc on a les mêmes infos, on a juste rajouté des images. Vous allez me dire d'où sortent ces images. Donc là, dans ce paquet, j'ai mis des images. Et comment est-ce qu'on fait référence à ces images statiques dans Flutter? Toujours via le fichier de configuration. Dans le fichier de configuration, il y a un beau commentaire qui nous dit pour ajouter des assets, il suffit de les renseigner ici. On va essayer d'aller un peu plus loin encore. Maintenant qu'on a notre scène et qu'on a une application qu'on pourrait déjà dire, oui, ça ressemble à quelque chose, on va essayer d'appeler notre API distante. Okay. On va voir comment est-ce qu'on le fait en Flutter et spécialement en Dart. Hop. Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Donc, pour ceux qui ont l'expérience de développement avec Android, là, chaque fois, j'essaie de faire un perform reloading quand je change mes checkouts. Et vous voyez, j'attire votre attention sur le fait que je suis chaque fois en dessous de 5 secondes. Comment est-ce qu'on va appeler un serveur en Flutter ou en Dart? On va utiliser une librairie qui nous fournisse, le HTTP. Ici, c'est une syntaxe qu'on retrouve bien en Python ou en TypeScript, le fait de dire, OK, moi j'importe une librairie et moi je vais la nommer comme je veux. Donc, je vais nommer la librairie Dart HTTP. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste dire HTTP, get. Donc là, ça suffit pour appeler une REST API avec notre verbe get. On va rajouter du sucre syntaxique pour que les développeurs qui passent derrière savent que, OK, on va lui donner un pass. Donc on va s'inspirer de ce que nous donne l'API. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, c'était exactement movie top rate. Vous pouvez récupérer mon API key pour attaquer l'API, c'est du dev.
Et on va essayer d'utiliser dans notre méthode TopRateMovie pour amener des films effectivement. Donc, au lieu d'utiliser le mock, moi je vais le supprimer. Maintenant, je vais essayer d'utiliser l'API. Donc ici, je vais essayer d'utiliser mon fichier app HTTP que j'avais créé. Je refais la même astuce parce que je ne l'ai pas bien nommé. Je me dis, OK, mon collègue va dire, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et en fait, il fait de l'appel REST API. Donc moi, je le nomme REST API. Et à l'intérieur, je vais appeler ma méthode TopRateMovie. Pareil, il me propose un var. Moi, je sais que c'est une réponse. Et là, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? C'est parce que ma méthode, elle est asynchrone, c'est-à-dire elle va me renvoyer un objet futur, des promesses en JavaScript. Donc, pour résoudre l'asynchronisme, j'utilise l'aspect async await. Je dis, OK, ça, c'est une méthode qui va faire de l'asynchronisme. Et ici, je vais faire du await. Et je vais maintenant mettre à jour mes films. TopRateMovie. Donc, je récupère les movies. Ma variable mal nommée, donc vous savez, ça, c'est ma réponse. Réponse. OK. Non, je ne suis pas là. Je suis perdu dans mon truc. Je vais retrouver où j'étais. Hop. Je me suis perdu dans mon méthode. Hop, non. Où est-ce que j'étais? J'ai rien supprimé. Non, dans le home. Load movie, OK, j'étais dans Load movie. Donc on va essayer de mettre à jour notre écran. Et rien ne se passe. Voilà. Pourquoi rien ne se passe? Parce que là, je suis dans un widget avec état. Il faudrait informer le framework que j'ai mis à jour la liste de mes movies. Et pour le faire, pour ceux qui ont un peu manipulé React Native, il faut utiliser une méthode baptisée setState. Donc là, cette movie, elle n'a pas cette ligne de commande, elle n'a pas d'action. Donc pour le faire, je vais utiliser setState fourni par le framework. Oh là là. Tac. Voilà. Et je vais déplacer juste mon code là. Bon, je vais le formater pour ne pas me perdre. Si l'Internet fait bien, OK. Bon, là, il charge les images, on n'a pas une super bonne connexion. Donc là, j'ai récupéré ma liste de films. Donc en un clic de mouvement, on réussit à construire notre petite application en appelant notre API. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, puisqu'une application, en général, ça ne se résume pas qu'à une page, c'est très bien beau, mais là, on sait qu'on a une application qu'on peut utiliser pour avoir la liste des films. On va essayer de rajouter une navigation. Donc, la navigation suppose qu'on a plusieurs pages. Là, on va rajouter une page. La page qu'on va rajouter, ce sera une page de settings qui est là, qui sera un widget avec état. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de jouer avec cette page de configuration. On va essayer de changer le thème de notre application en live. Donc là, par défaut, c'est le thème Material Design en blue. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser du coup un thème différent. Je suis black, donc je vais utiliser thème black. Dark. Du coup, c'est juste un switch case qui va faire quoi? Qui va dire, OK, en fonction de la configuration, soit je mets en light, soit je mets en dark. OK? Donc, on va essayer d'utiliser ça. Donc, dans le jargon anglo-saxon, la barre de navigation, en fait, c'est juste un drawer. Donc, si je dis drawer, c'est que je parle du bouton pour faire la navigation. Donc, on construit notre drawer. Maintenant que vous savez qu'on peut copier le code dans la doc, j'ai copié le code du ListView, j'ai modifié un peu, donc c'est juste une ListView. Nickel. Et on va essayer d'ajouter donc cette drawer à notre application pour qu'il y ait quelque chose. Donc, drawer. Tac. Hop. Je ne l'avais pas rechargé. Donc là, on a notre drawer. On va essayer d'utiliser. Donc, dans notre drawer, on a fait une barre de navigation, on a rajouté le bouton Settings. Je clique sur le bouton Settings, rien ne se passe. Rien ne se passe parce que je n'ai pas informé deux choses. Je n'ai pas informé le framework que j'ai une nouvelle page pour faire la navigation et je ne lui ai pas dit l'action à exécuter. Donc, on va essayer de le faire. Première chose, on informe le framework qu'on a plus d'une page. Par défaut, on a une home page qui était bien baptisée avec le nom que vous avez vu. Donc, je vais supprimer ça.
Et je vais rajouter la notion de route. Vous ramenez vos compétences d'Angular, comment est-ce que vous écrivez vos routes. Là, ce n'est qu'une simple map, string et widget. Donc, je donne la clé de ma page de navigation et le widget associé. Par défaut, là, si on fait le slash, c'est la home. Et nous, on va nommer notre deuxième page settings. OK? Je vais recharger. Donc là, le framework est informé. J'ai bu trop de café, je me suis trompé, j'avais mis home page 2 fois, je recharge, et bim, le framework est super intelligent parce qu'il embarque, lui, le moteur de rendering pour dire « Ok, tu n'as pas besoin de regarder dans IntelliJ ce qui s'est passé, moi je te le montre directement sur le téléphone. » Et on voit bien là, il me dit « New home page, tu m'as rajouté plein de E ». Donc au niveau de l'expérience développeur, on est super content. Donc, je remets mon application d'équerre, je recharge. Je vais maintenant essayer de donner une action à mon menu pour naviguer. Donc, pour naviguer, vous allez appeler navigateur. Donc, pareil, hein, si vous avez des connaissances un peu de web, Windows, pour naviguer, navigation. Donc là, on appelle navigateur et on fait un pop and push des noms de routes qu'on veut utiliser. Donc là, on l'avait baptisé settings. Je crois sans S majuscule. On reload et on va essayer maintenant de voir si quelque chose se passait. Donc en moins d'1 seconde là, et je navigue. On change le thème dynamiquement. Voilà. Donc là, avec un peu nos connaissances web, d'Angular, de tout ce qu'on connaît dans le dev mobile, on n'a pas besoin de trimballer toute l'artillerie lourde d'Android. On a quand même une application et qui est là, natif, dans le sens, comme Kevin vous l'a dit, on a pris du Codate qui est compilé en ARM code pour des raisons de performance et de prédictibilité. Pourquoi de prédictibilité? Parce que vous pouvez aller plus loin encore que ça dans votre expérience développeur. Et là, je vais vous montrer, puisqu'on n'aura pas le temps. Je l'ai nommé comment la branche release. Vous allez me dire, oui, mais là, tu ne nous as pas construit une APK qu'on a générée. Donc, je vais vous inviter, puisqu'on n'aura pas le temps, à regarder sur notre GitLab, le Toulouse Dart. On a fait donc un petit projet. En fait, c'est ce projet-là qui est comité dessus, qui s'appelle DFS Movie App. Et là, je montre deux choses. Donc, la commande pour faire votre build, ça va s'appeler Flutter Build APK. Toute la partie Continuous Integration, ceux qui sont fans de ça, vous pouvez l'utiliser. Il suffira de construire vos images Docker avec tout ce qui va bien. On a préparé une image pour ceux qui voudraient démarrer, voir ce que ça donne en intégration continue Android Flutter. Avec tout ce qui va bien, vous poussez sur votre IC, ça vous donne votre APK. Donc, sur cette branche, hop. Donc, sur la branche finale, on a rajouté, pour ceux comme moi qui se trompent souvent et qui ont besoin chaque fois de débugger 10 000 fois, des features proposées par le SDK pour faire du debug. Moi, je commence à faire mon application, je donne mon application à l'équipe de test, l'APO me dit « mais tu n'as pas aligné tes boutons, tout est moche ». OK, j'utilise la baseline fournie par le SDK. J'ai activé la baseline fournie par le SDK. Bon, je vais changer quand même le thème pour que ce soit un peu plus visible. Et là, on me redessine et me dit « OK, là, Boris, tu as tout bien aligné. Il n'y a pas de problème. » Donc, si l'APO là, me pose problème, je dis ben, « Non, tout est bien aligné là. » Donc là, pareil, tout est bien aligné. Je vais aller plus loin que ça. Moi, j'ai des petits doigts, mon collègue a des gros doigts, je sais pas, on commence à jouer l'application, on dit, ben, moi, ça fait moins de 300 millisecondes pour charger, avec toi, c'est différent. Donc, on a peut-être un problème au niveau de notre handler, pour ceux qui parlent web, ou de notre tap handler, pour ceux qui parlent un peu mobile. Donc, ce que je lui dis, c'est active-moi le pointeur hit setting, et comme ça, je vais voir où est-ce que ton doigt vraiment saisit sur l'application. Donc là, je vais essayer de naviguer avec le pointeur hit setting activé. Vous allez voir que l'application va me dire, non, là, Boris, t'es bon, là. Tu tapes bien sur les settings. Donc, je peux faire le back. Donc, si ça ne marche pas, c'est peut-être lui qui a un problème avec son doigt. Je ne sais pas. Autre chose, pour ceux qui sont fans de perf, ce qui n'est pas forcément moi, mon cas, moi, je ne regarde pas trop les perfs. J'ai des collègues qui disent, ton application est RAM, c'est de la merde. Le framework propose aussi ce qu'on appelle le rendering performance. Vous allez me parler de FPS, comment est-ce qu'il fait, fréquence per seconde ou frame per seconde en fonction de votre jargon. Vous activez votre rendering. Oups, j'ai bugué. Donc je vais montrer, je sais pas, putain d'état. Je vais vous montrer ça sur une application complète qu'on a écrit aussi. Hop, tac, tac.
Voilà, ce sera plus sympa en plus, ce sera plus dynamique. Donc notre settings, performance. Bam. Donc là, ce qui me montre, je vais descendre peut-être, si vous ne voyez pas. Bon, ça va, ouais. Donc là, en fonction de ce que je fais, donc là, rien ne se passe. Mais en fait, je suis en train de jouer avec l'application. Et là, il me dit, je tourne à 18 fréquences par seconde dans l'engine Flutter. Et côté toolkit, je tourne à 35. Donc on ne dépasse jamais les 60 fréquences par seconde. La promesse de Flutter, ce sera de dire, OK, lorsqu'on va sortir Flutter, on pourra aller jusqu'à 100 fréquences par seconde. Personne là n'a un téléphone qui peut aller jusque-là. Mais le futur, ce sera ça. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant, en fonction du temps qui nous reste. Je ne retrouve pas la presse. Yep. Donc, on va essayer de voir un peu la suite. Donc, Fuchsia. Alors, Fuchsia, c'est un nouvel OS fait par Google donc il a touché les repos Google en août 2016, la première fois, les premiers commits. Donc c'est un système qui est développé en C, en CPP, en Rust, en Go. Il y a pas mal de langages côté back. Et côté front, pour faire les applications, ils utilisent Flutter. Donc c'est pour ça que nous, ça nous intéressait. Récemment, donc à la base, c'était basé au tout début, Fuchsia, il utilisait LittleKernel, qui lui, ensuite, il y avait une surcouche qui s'appelait Magenta, et ensuite on avait un OS qui tournait. Donc toute cette pile, elle a été remplacée par Zircon il y a moins d'un mois. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas vous montrer la toute dernière version parce que on n'avait pas trop prévu, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans les 2 mois derniers. Du coup, comme je l'ai dit, toute l'UI, elle est en Flutter. Il y aura aussi sûrement des bindings avec d'autres langages, mais pour l'instant, c'est pas géré, donc c'est à suivre. Et donc là, il y a 2 interfaces dans Fuchsia. Il y a une interface, on va dire mobile, donc qui s'appelle Armadillo, et il y aura une deuxième interface qui sera plutôt pour desktop et qui s'appelle Capybara. Et grossièrement, si vous avez vu Chrome OS, Capybara, c'est pareil. Il n'y aura presque pas de différence. Donc, on va essayer de voir une petite démo. Avant de voir la démo, donc on n'est pas plus de 200 dans la salle, il n'y a pas de communication officielle de Google à ce sujet. Vous allez voir des trucs sur YouTube, vous allez voir d'autres geeks en parler. Google n'a rien communiqué dessus. Donc, tout ce qu'on va vous montrer, c'est le résultat de 2 personnes qui fouillent, qui ont commencé à dire c'est quoi ce truc, parce qu'on faisait du Flutter. Kevin est fan de Chrome OS et il voyait dans les commits de Chrome OS Fuchsia. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça qu'on va vous montrer. Mais à la sortie, ne dites pas, moi, je ne suis pas Google, il n'est pas Google. Mais on va essayer de vous montrer le futur parce qu'on a discuté avec des gens de Google qui nous ont permis de builder ce qu'on va vous montrer. Après, vous n'attendez pas un truc de ouf. Hein. Parce que concrètement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, pour être très clair, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que jusqu'à pas très longtemps, donc on va dire 2 mois, il était encore possible de builder Fuchsia avec une interface. Parce que y avait les drivers qui allaient bien pour les CPU, parce qu'à la base Fuchsia, donc l'interface de Fuchsia tournait sur CPU, et dernièrement ils ont changé et du coup ça tourne sur GPU. Le problème c'est qu'il y a 6 GPU supportés, donc en fait il y en a pas, et le Raspberry Pi n'en fait pas partie, donc on n'avait pas de plateforme pour faire tourner l'interface en fait. Yes. Donc Fuchsia, c'est quoi pour ceux qui sont curieux d'aller voir le code source? Il y a un miroir sur GitHub. Après, je crois qu'il est bien mis à jour. Et nous, on regarde sur le Google Source. Donc, le Google Source, c'est plein de projets. OK, donc voilà, c'est plein de projets. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'entrée point du projet. Hein. Donc, vraiment, il y a New Operating System, Fuchsia. J'attire votre attention sur une chose, parce que c'est qu'à la sortie, il y a des gens qui vont aller prendre leur PC Ubuntu. Déjà Ubuntu uniquement, parce que ça ne tournera que sur Ubuntu pour suivre la doc et que ça marche. Kevin, elle a un PC super puissant et la compile faisait 3 heures. Okay. Voilà. Pourquoi elle faisait 3 heures? Je vais la retrouver, l'info. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Il y a un truc comme ça plein de fois dans la doc. Googler only, Googler only, Googler only, Googler only. Donc, il y a des astuces qu'ils ont, du moins, ils ont des trucs à l'interne qui leur permettent d'avoir des builds super puissants. Nous, on n'est pas Googler only, on est Toulouse only. Et voilà, le build faisait 3 heures, c'est pas grave, on est allé faire un foot, on est revenu. La première fois qu'on est revenu, kernel panique sur son PC. Ah, Boris, est-ce que tu peux tester avec ton Ubuntu? Moi, je te garantis rien, c'est le PC du boulot, ça crache. Voilà.
Heureusement, ça a réussi à marcher. Voilà. Non, Donc, pour l'anecdote, la toute première fois, j'ai pas eu un kernel panique. La toute première fois, mon ordi s'est arrêté. Voilà, carrément. voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc là, il y a sur cette machine qui est une Windows, on a une VM Ubuntu qui tourne. Si elle veut bien. Si elle veut bien, bien sûr. Elle est là, en fait, mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'ils voient? Vous ne voyez pas? Si, ils vont voir. Si je fais ça, On est vous dans un voyez? dossier qui s'appelle Fuchsia. Voilà, donc je suis dans un dossier qui s'appelle Fuchsia. Là, j'ai un alias qui est pareil fourni par la documentation. Je vais appeler, ça s'appelle Fuchsia. Qu'est-ce qu'elle va faire cette commande? Elle va me positionner mon terminal avec les bonnes variables d'environnement qu'il faut, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer Fuchsia en ligne de commande. Vous le retrouverez pareil dans la documentation, c'est juste ça. Hein. Donc lorsque vous aurez cloné les sources et tout, c'est cette fonction que je vais appeler à l'instant. Donc j'appelle, elle me positionne tout ce qui va bien. Donc je suis dans le répertoire Fuchsia avec tout le code source, tout ce qui va bien, qui a déjà mis 3 heures. Et je vais le runner. S'il veut bien et qu'on n'ait pas de kernel panique en live, ça devrait être bon. On va voir. On attend, il démarre. Là, typiquement, on va tomber dans un truc qu'on connaît bien, c'est un shell. Hein. Donc, une info, hein, data is not persistent. Dans tout ce qu'on fait, lorsqu'on va arrêter l'OS, il n'y aura rien qui va tourner. Bon, d'habitude, je patiente un peu parce que je sais que quand je demande, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il continue pas à travailler, je ne sais pas trop. It's resolve. Maybe. Bon, si je dis ça. OK, c'est fini. Donc, première chose à faire, est-ce que je suis vraiment sur Fuchsia? Vous amenez vos compétences de sysadmin, hostname, ou pas. Hein? Il me dit Fuchsia tourne bien sur cette machine. Du moins, je suis bien sur du Fuchsia. On va voir que la particularité là, c'est qu'on démarre un OS qui a déjà Dart installé. Donc la version officielle, c'est une 1.24 et là, la recompilation qu'on a fait a du coup la version Edge qui est en 1.24 et là, on est en 1.25. Pareil, des fois on démarrait et ça ne marchait pas. On disait, ben, oui, pourtant j'ai bien le prompt. Là, une des choses à faire, c'est de vérifier sur le repo Google si l'application baptisée Fortune, ils ne disent pas que c'est le Hello World, mais en fouillant, on s'est rendu compte que c'était leur Hello World. Du coup, Fortune, c'est quoi? C'est une application, donc pour ceux qui lisent un peu du C, qui ne fait pas grand-chose, hein, qui va juste nous afficher aléatoirement ces messages. Et si elle arrive à bien tourner, on est confiant. Donc, je vais appeler Fortune. Très bien. Donc, tout à l'heure, Kevin, il a dit que Fuchsia s'appuyait sur un nouveau kernel. Contrairement à Android qui s'appuie sur le kernel Linux, Fuchsia s'appuie du coup sur le kernel Magenta qui a été renommé récemment en Zircon kernel, qui lui s'appuie sur un autre kernel, pour tous ceux qui veulent faire des OS, le Little kernel. Dans quel sens il est Little? C'est que là, pour ceux qui connaissent un peu Linux, je n'ai ni de /etc, je n'ai ni de /user, et j'en passe. Donc, j'arrive avec un système tout minimaliste suffisant pour booter un OS. Qu'est-ce qu'on a dans le système? Vous allez dans boot ou système et vous aurez des binaires que vous pouvez lancer. On joue souvent avec une application qui s'appelle Corsair, qui ne fait rien. Donc, voilà, s'affiche. Donc voilà, ce qu'on peut vous montrer et dire en fait, c'est que voilà, on a une OS qui est en cours de préparation chez Google. Il vous a parlé tout à l'heure du système UI associé. Le système UI associé est fait en Flutter, donc c'est ça qui nous a intéressés. Et on s'est dit, ben, à quoi ça correspond du coup? On veut le voir nous, puisqu'on voit l'OS en ligne de commande, que je sois sur un Linux, si je suis en ligne de commande, je suis en ligne de commande. Donc on a fouillé et en discutant avec eux, ils nous ont filé un chat. Je sais pas si je peux vous le donner, on verra, peut-être devant un café. Donc un guide clone de repository avec un chat associé, vous buildez, vous aurez un APK. Cet APK correspond donc à ça. Et ça, de ce qu'on entend, de ce qui se dit, c'est potentiellement le futur de nos téléphones, donc la version, la next generation d'Android. On entend parler de 2020. Donc ça correspond à quoi? Donc si je suis sur mon Android classique, bon, j'ai reçu plein de messages là, je ne sais pas si je vous montre, mais bon, ça va, c'est que du Twitter. Donc, je connais ça. Pour les développeurs Android, on est au GDG, on ne parle pas de iOS, excusez-moi.
Donc voilà ce que je connais. Donc la prochaine version qui se prépare, ils nous disent, ben, on va vous filer un truc comme ça. Hop. OK? On n'est pas UX designer ou d'autres, vous allez critiquer. Donc la recherche, on la connaît bien sur Google. Je tape, j'ai ma recherche qui apparaît. Donc ce serait un truc comme ça, allez Toto. Donc j'aurai la recherche qui apparaît, je me balade, je choisis mon application, si je fais bien, et ça pop quelque chose. OK? Donc on est vraiment sur un truc pas persistant, une version qui n'est pas finie, c'est une bêta pour voir à quoi ça va correspondre. On sait faire ça aujourd'hui lorsqu'on a notre Android, je porte mon application, je crée un groupe. OK? Le futur, si on peut l'appeler comme ça, ce serait une chose de la sorte. Donc, nos applications seront en stack, ou en pile, ou en scroll, je ne sais pas. Et lorsque je veux porter une application et regrouper avec une autre, je la regroupe et voilà. Hop, vous ne voyez pas le haut? Ce serait dommage, ça. Voilà. Donc, je vais essayer d'en mettre une autre. C'est mieux? Non, si, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous montrer sur Fuchsia. Et du coup, cette APK-là qui est baptisée Armadillo, on a vu des modifications récemment, on ne les a pas recompilées, peur de kernel panique. Mais voilà ce qu'on peut vous montrer. Et si vous avez, c'est bon, non, je crois, des questions, on est preneur. Merci de votre attention. Des questions? Allez, non, honneur aux dames. Oui. Un peu costaud, c'est ça, c'est le terme. Donc en version debug, on a 21 mégas, d'accord? Sur cette application qu'on a faite, notre Dev Fest Movie App. En version réalisée, on est à 8 mégas. Bon, j'en ai discuté avec des collègues qui sont plus au fond. La balance aujourd'hui sur l'App Store ou le Play Store des APK, c'est bien plus que ça. On est aux alentours d'une vingtaine de mégas. Donc on se pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, le poids d'une APK, c'est vraiment là sur ça qu'il faut investir, sachant qu'on a la 4G. Donc c'est une question ouverte, non? Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un problème, peu importe si on est sur... c'est un problème de user experience. Ouais. Mais après on est loin des 20 mégas en release. Hein. On est plutôt aux alentours de 8 mégas. Hein. Oui. Et pour des apps qui, même si elles grossissent un peu, c'est pas ça. En fait, c'est pas spécialement proportionnel au nombre de pages que vous allez avoir dans votre application. Ouais. Alors en fait, il y a une base de départ et ensuite on rajoute pas beaucoup quoi. C'est juste qu'en debug, c'est forcément un peu plus lourd parce qu'il faut qu'il puisse récupérer toute la stack pour montrer exactement où est-ce qu'il a raté, par exemple, s'il y a un problème. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de l'hybride? L'expérience hybride. Moi, j'avais fait pas mal d'expériences hybrides et je réalise mon APK. Mon pote, il a un HTC, moi j'ai un Nexus. Ça ne se comporte pas pareil, de la même manière. Lorsqu'on fait de l'hybride, on embarque une WebView. Donc notre application tourne dans un navigateur embarqué. Le navigateur suppose une version différente, supporte un comportement différent. Comment est-ce que les développeurs du coup mobiles en hybride résolvent ce problème? Ils rajoutent un plugin qui s'appelle Crosswalk. Crosswalk qui assure que la WebView dans laquelle l'application va tourner aura une version fixe et on peut dire comportement fixe. Qu'est-ce que ça a comme inconvénient de rajouter une Crosswalk? On passe d'une application qui fait 4 mégas à une application qui fait 50 mégas. Aujourd'hui, on télécharge plein d'applications sur l'App Store et le Play Store qui font 50 mégas. Donc, je peux comprendre les équipes Google de dire qu'on ne va pas forcément adresser ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Next, ouais. Non? C'était la même question, ok. Yes. Oui. On approche. Vas-y. Ouais. Alors, je vais juste répéter ta question. Du coup, est-ce que avec Flutter, on approche les performances natives, c'est ça? Alors, moi, je vais te dire oui, mais ça va dépendre de ce que tu veux faire. Par exemple, je sais que dernièrement, il y a un mec de la Flutter Team qui a build une app pour calculer les nombres premiers.
Et par exemple, donc il a 2 implémentations. Je suppose qu'on peut faire la même chose partout. Ça va dépendre clairement de comment tu développes ton application. La plupart du temps, je pense que tu n'auras pas de problème. Après, il faut savoir que il y a un moteur qui est que 2D, donc tu pourras déjà pas faire de 3D avec. C'est que de la 2D. Et après, au niveau 2D, moi, j'ai jamais vu de problème de perf, même sur des apps en prod et un peu grosses. Est-ce que ça peut être utilisé pour faire, par exemple, j'ai déjà mes applis qui sont développées sur Android ou iOS, et je veux faire une librairie, on va dire cross-platform. Est-ce que Dart peut être, est-ce que ça, je peux dire, je fais ma build, ma librairie pour chaque plateforme, et je l'intègre dans mon application qui existe déjà. Du coup, tu fais ta librairie en Dart, et après tu l'utilises par exemple dans... Alors, est-ce qu'on peut build une app, une lib Dart et l'utiliser que sur Android ou aussi en iOS? Mais oui, si c'est Alors, ça. je dirais que oui, parce que en fait, mais du coup, ça va plutôt être, tu vas faire un projet Flutter, tu vas faire une lib du coup Dart que tu vas importer dans ton projet Flutter. Et ensuite, tu vas communiquer avec le host. En gros, dans Flutter, on a un système de messages. On peut passer des messages au host system. Donc, par exemple, sur Android, tu pourras communiquer avec Java, par exemple. Et du coup, tu pourrais potentiellement, depuis ton Java, appeler une lib qui est écrite en Dart par ces messages et ensuite récupérer une réponse, par exemple. Et du coup, avoir potentiellement une lib qui va fonctionner à peu près partout, quoi. Mais du coup, ça sera plutôt un projet Flutter que tu vas avoir modifié pour... faire ton app Android, quoi. Ça sera pas, tu vas pas partir d'une app Android et intégrer du Dart à l'intérieur. Non, il faudrait même pas. C'est pas dit. Moi, je pense pas. Bon, mais après, c'est que mon point de vue. oui, très très riche. En fait, tu télécharges la Flutter Gallery, tu as tout. Pour le moment, voilà, Peter l'a dit plusieurs fois, pour le moment, le projet il est en tech preview. Donc, je suppose que quand ils vont... Bon, ce qui nous a poussé à vous le présenter au DFS, c'est qu'ils en ont parlé au Google I.O. Et voilà, il y a eu carrément 2 ou 3 talks dessus. Je suppose que quand ça va être officialisé en mode release, la communauté va se jeter dessus et on aura tout ça, quoi. Je suppose. Après, le retour d'expérience du moins qu'on aimerait plus partager aujourd'hui, c'est le cycle du développeur. C'est vraiment le process, je commence, j'itère et voilà, c'est fini, on me coupe. Merci.